Cette semaine, la guerre est déclarée entre Amazon et Google. Pepsi roule en Tesla et nous allons parler de Johnny. Mais pas ce Johnny, l'autre Johnny. Jonathan Ive, que Steve Jobs surnommait Johnny, a fait parler de lui cette semaine. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Jonathan Ive, c'est juste le designer le plus connu du monde. Il est rentré en 92 chez Apple, où il s'est fait remarquer lors du design des iMac de couleur, avant de devenir responsable de l'équipe qui a fait le design de l'iPod et puis de l'iPhone. Johnny a fait donc parler de lui cette semaine parce que alors qu'on pensait qu'il allait prendre un peu de recul par rapport à Apple, parce que depuis 2015, il avait accepté le rôle qui avait été créé spécialement pour lui de Chief Design Officer, et bien cette semaine en fait, il a repris en main l'équipe design dans son rôle de management. Rôle qui avait été divisé à partir de 2015 en deux. D'un côté avec Richard Howarth qui avait été nommé le VP du design industriel et de l'autre Alan Dye qui avait été nommé responsable de l'interface utilisateur. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé en interne, mais ce qui est sûr c'est que et Howarth et Dye ont disparu de la page leadership du site d'Apple. Comme Denise Young-Smith, qui, elle, avait démissionné au mois de novembre. Alors le porte-parole d'Apple a expliqué que c'était normal qu'il y ait ce type de remaniement, maintenant que l'Apple Park était terminé et que les rôles de chacun allaient être réattribués. Alors on s'en tamponnerait le coquillard avec une patte d'alligator femelle de ce remaniement si Apple n'était pas actuellement au centre d'une attention médiatique par rapport à ses choix de design, si ce n'est douteux, au moins incompréhensible. Ça commence avec le fait qu'Apple soit devenu un marchand d'ongles, avec le stylus qu'il faut brancher d'une façon assez étrange sur l'iPad, la souris qui se rebranche à l'envers, la prise jack qui disparaît, le MagSafe qui disparaît, l'interface utilisateur de l'iPhone X qui est du grand n'importe quoi, sans parler du notch. Bref, Apple est en train de rendre Microsoft cool. Si, j'insiste. La guerre est déclarée entre Amazon et Google via leurs interfaces vocales. Tout a commencé en septembre quand Google a bloqué l'accès à YouTube à partir de l'Echo Show d'Amazon, qui est un Alexa avec un écran. Donc ce qui revenait à acheter un système qui vous permette de voir des vidéos sans pouvoir utiliser YouTube. Et je suis désolé, mais en alternative à YouTube aujourd'hui, on va pas aller sur Dailymotion. Raison invoquée par Google pour ce blocage de YouTube, je cite, « Amazon ne répond pas à nos conditions de service, créant ainsi une mauvaise expérience utilisateur ». Selon Google, c'est Amazon qui a commencé les hostilités en cessant de vendre la Chromecast, qui est l'Amazon Fire de Google, et Google Home, qui est le Alexa de Google. Et en plus, ne donne pas accès aux vidéos Amazon Prime aux utilisateurs de la Chromecast. Autre réaction de Google, avoir un partenariat avec Walmart pour pouvoir vendre les Google Home, puisque de toute façon, Walmart et Amazon sont des concurrents directs. Donc là, je vous dis, c'est de la coopétition qui part en vrille. La réponse d'Amazon a été rapide, ils ont cessé également de vendre la Nest, qui est le thermostat connecté racheté par Google il y a quelques temps. Et en même temps, ils ont réussi à détourner le blocage de Google sur YouTube en envoyant les utilisateurs sur le site web de YouTube. Détournement qui a été bloqué par Google la semaine dernière. C'est vraiment de la compétition, donc vous savez, c'est ce partenariat entre concurrents qui s'allient pour développer un nouveau marché, qui part en et qui se transforme en une guerre territoriale dans laquelle nous, les consommateurs, sommes le territoire. Et donc nous devenons aujourd'hui les otages de ces deux marques, puisqu'il va falloir choisir Amazon ou Google, VTC ou taxi. Et donc j'ai commencé à vous parler des GAFA, et là je me retrouve dans la même situation que si je vous parlais des grévistes SNCF qui prennent les usagers en otage pour faire valoir leurs droits. Vous pensez avoir l'âme d'un agent secret? Ça tombe bien, les services secrets australiens, l'ASIS, recrutent. Pour cela, via une vidéo interactive de 10 minutes, vous allez être mis en situation pour mesurer votre sens de l'observation, de l'écoute et de l'empathie. Storify, c'est fini. Ce site que tous les pros des réseaux sociaux ont censé il y a encore quelques mois vous permettait d'agréger les flux qui parlaient de vous dans une histoire que vous pouviez ensuite intégrer sur le support de votre choix.
Oui, c'est ce que fait Twitter depuis quelque temps. C'est dans un article sur leur site que l'équipe de Storify a annoncé qu'à partir de mars 2018, le site allait rejoindre le cimetière des réseaux sociaux qui ont échoué, comme Vine, MySpace ou Viadeo. Oui, allô? Oui, je comprends bien, mais... D'accord, non, mais est-ce que vous êtes... D'accord. J'apprends qu'en fait Viadeo est dans le coma, mais est toujours vivant. Cette semaine ont été remis les 4 prix de l'INPI. Oui, les prix en ce moment, c'est la saison. Le trophée remis la semaine dernière à la Gaîté Lyrique avait pour thème... Sacré français. Dans la catégorie idée géniale qui va changer le monde, qu'eux ils ont appelé catégorie brevet, c'est plus austère, mais ça marche aussi. Poietis de Pessac, qui est spécialisé dans la bioimpression laser à cellules uniques de tissus vivants. Dans la catégorie c'est tout mignon, qu'eux ils ont appelé catégorie marque, nous avons le Moulin Rôti de Nantes pour sa créativité. Alors Moulin Rôti concourait contre la marque Solex. Moulin Rôti commercialise des jouets pour enfants comme les tartes en pois, les papoums et les jolis pabots. Tiens, on dirait qu'ils connaissent mes voisins. Dans la catégorie « Je m'appelle comme une entreprise super connue », qu'eux ils ont appelé catégorie recherche, nous avons le laboratoire ILM de Lyon. Et dans la catégorie mauvais jeu de mots, la catégorie design, nous avons Explicit de Paris qui font des sièges pour l'industrie aéronautique de moins de 5 kg. Alors quitte à être mal assis en avion, autant que ce soit sur du matériel français, monsieur. Pepsi a annoncé cette semaine avoir commandé 100 semi-remorques électriques à Tesla, ce qui amène les commandes en semi-remorques pour Tesla à 267. Maintenant, je suis curieux, sachant que Pepsi a quand même une flotte de 10 000 camions. Première question, est-ce que c'est un test qui va ensuite être utilisé pour transformer toute cette flotte en véhicules électriques ? En 2, est-ce que c'est simplement une opération de com parce que le grand public croit toujours que Tesla c'est écologique? Et enfin en 3, est-ce que Tesla va être capable de répondre à cette commande? Car ils sont toujours à la bourre sur les fabrications des modèles 3. Vous vous souvenez, ils ont fabriqué 300 exemplaires sur les 500 000 commandes qu'ils ont déjà. L'Association pour le développement de l'innovation collaborative, les Innovateurs, a décerné la semaine dernière les trophées de l'innovation participative. Le trophée d'or de l'innovation collaborative a été décerné à Hammersport pour sa démarche Innovation Drives Evolution at Hammersports. Le nom est génial et l'acronyme est top, c'est Ideas. J'ai demandé au responsable de la démarche, Mathieu Knibeli, celui qui a reçu le trophée des innovateurs pour Hammersports, de m'expliquer quel était le parcours d'une idée, de sa collecte jusqu'à sa réalisation. Ça fera l'objet d'un article dont vous trouverez le lien sous la vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube dans la chaîne No One is Innovant. Mais je lui ai également demandé comment étaient valorisées les idées données par les collaborateurs. Voici ce qu'il m'a répondu, désolé pour la qualité du son. Donc on a commencé avec une politique de reconnaissance commune aux 3 pays dans lesquels nous avons lancé la démarche, c'est-à-dire la France, l'Autriche et la Bulgarie, avec un système de vouchers pour acheter des produits du groupe. Au fur et à mesure, on s'est adapté aux attentes de nos collègues, à savoir qu'en France, on a remplacé les vouchers par des petits déjeuners d'innovation, Ideas, durant lesquels nous invitons les top contributeurs à venir découvrir les dernières démarches et prendre connaissance de l'avancée des idées qui se sont transformées en projets pour être réalisées. En Autriche, les collègues, en particulier les ouvriers dans les usines, nous ont demandé s'il était possible de remplacer les vouchers pour des produits par des vouchers pour aller faire des courses dans le supermarché du coin. Donc on a monté en partenariat avec ce fameux supermarché pour répondre à leurs attentes. Et en Bulgarie, on a un système de bons cadeaux multi-enseignes, puisque l'usine est localisée assez loin dans la montagne. Et donc, c'était pour donner le plus de flexibilité possible aux employés. Au-delà de cette politique de reconnaissance officielle, il est bien sûr fondamental de donner du feedback et d'informer en permanence sur l'avancée des projets, les auteurs des idées, mais également la communauté plus large qui participe aux campagnes. Le trophée d'or de l'innovation participative réinventée a été décerné cette année à GRDF. J'ai donc demandé au chargé de l'innovation GRDF, Jean-Luc Godon, de nous expliquer pourquoi et comment a été réinventée cette démarche d'innovation participative. De nouveau, désolé pour le son.
Pourquoi réinventer? C'est que nous avions, dès la naissance de l'entreprise en 2008, mis en place une démarche d'innovation participative. Début 2014, nous avons fait un audit de notre démarche. On en a tiré un certain nombre de conclusions. Et à partir de là, on a réinventé notre démarche d'innovation participative en tenant compte notamment qu'il fallait qu'on soit plus entre guillemets dans l'air du temps, c'est-à-dire très ouvert aux réseaux sociaux, puisqu'on avait mis en place un réseau social dans l'entreprise quelques années auparavant. Qu'il fallait aussi qu'on tienne compte que l'innovation, elle doit aller beaucoup plus rapidement au but, notamment là en s'inspirant de ce que font les startups. Donc en éliminant un certain nombre de comités, puisqu'en fait on avait une succession de comités. Et donc la direction nous a autorisé en fait à partir d'une page blanche et à réinventer notre démarche qu'on a appelée ensuite Keyhole. Alors on l'a réinventé comment? On s'est entouré de nos collègues de région et de nos collègues des fonctions corporate. On a été environ 25 personnes à co-construire finalement cette démarche, donc en tenant compte à la fois des attentes du terrain, des opérationnels et à la fois des attentes des métiers experts. Cette semaine a également eu lieu la Startup Contest 2017. Sauf que je pense que vous êtes d'accord avec moi, cette semaine on en a eu assez des remises des prix, donc à suivre. La tendance de la semaine est que la pénurie de talent semble se confirmer. Cette semaine, nous avons appris deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La bonne est que l'INSEE a relevé l'indice de prévision de croissance de la France de 1,6 à 1,8%. La mauvaise nouvelle est que pour le troisième mois consécutif, le chômage a augmenté et nous sommes aujourd'hui à 9,4% de chômage en métropole. Ce qui est surprenant, c'est qu'entre 65 et 73% des dirigeants annoncent avoir des problèmes de recrutement. Alors si on connaît cette fourchette de dirigeants qui ont du mal pour recruter, on ne connaît pas en France le nombre d'offres d'emploi qui restent sans réponse. Pôle emploi annonce que 15% de ces 2,5 millions d'annonces ne sont pas couvertes, ce qui représente à peu près 190 000 emplois. Et c'est tout ce qu'on sait. On ne sait rien du côté de la PEC, on ne sait rien du nombre d'annonces qui est en doublon sur les différents sites d'emploi et réseaux sociaux. Bref, c'est trop le floutoir pour pouvoir donner un nombre précis de postes qui restent vacants. Alors maintenant, cette tendance de pénurie de talent ou de compétences est selon moi à prendre encore avec des pincettes. Parce que je vois encore trop de dirigeants qui cherchent encore des gens prêts à l'emploi, comme on dit en anglais, hit the ground and running, qui sont prêts à travailler directement sans aucune formation ou intégration, qui cherchent encore des gens qui sont vraiment des clones d'eux-mêmes ou de la personne qu'ils vont remplacer et qui ne sont pas prêts à mettre la main à la poche pour payer les compétences nécessaires au juste prix. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos sur l'innovation. À très vite.